cliquez sur un groupe, validez votre choix. Deuxième élément, je vais dire, veuillez choisir le groupe par ordre numérique en évitant de choisir les derniers. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous entrez dans le dispositif là pour choisir, cliquez juste sur les numéros qui se présentent à vous. Parce que quand un groupe est plein, vous ne le verrez plus. En principe, vous pouvez le voir, mais quand vous cliquez, il vous dira que ce groupe est complet. Donc, si le groupe 1 est complet, ou vous cliquez, on vous dit que le groupe 1 est complet, allez dans le groupe 2. Et si le groupe 2 est complet, allez dans le groupe 3. Ce que je veux éviter, c'est que vous quittiez le groupe 2, vous vous entriez et que vous allez dans le groupe 30. Entre ces groupes-là, il y a des groupes libres. Donc ça ne m'aide pas à former les groupes progressivement par rapport à votre inscription. Parce qu'il y en a qui vont s'inscrire aujourd'hui, d'autres vont attendre demain, etc. Moi, dès l'instant que le groupe est complet, je le mets en ligne. Vous voyez. Donc, pour m'éviter justement cette façon de faire-là, choisissez les groupes par ordre numérique, quoi. Quand un groupe est complet, allez directement sur le groupe suivant. Le groupe 1 est complet, allez au groupe 2. Le groupe 2 est complet, allez au groupe 3, etc. etc. J'espère que c'est bien clair. Donc, OK. De toute façon, modification du choix, ce n'est pas important. Choisir plusieurs réponses, non, parce que sinon, vous pourrez être dans plusieurs groupes. Limiter le nombre de réponses. Limiter le nombre de réponses permises, non, parce que vous avez la possibilité, quand un groupe est complet, de choisir un autre groupe. OK. Voilà. Donc, ici, groupe 1. Là, je mets groupe 2, etc. OK, voilà. Limiter le nombre de réponses. Donc, je limite les groupes à 4. 4. Groupe 2. Option 3. Groupe 3. Groupe 4. 4 réponses. Groupe 5. 4 réponses. Je vais ajouter d'autres champs. Groupe 6. 4 réponses. Groupe 7. 4 réponses. Groupe 8. OK. Alors, c'est comprendre les fondamentaux, les fondements et les composantes d'une analyse des besoins. Là, nous sommes dans une démarche scientifique. Quand on veut mettre en place un dispositif de formation, puisque nous sommes dans le cadre d'une formation à distance, le cours s'intitule Analyse des besoins et design de projet FAD, donc design de projet de formation à distance. Vous voyez. Donc, pour faire ce travail-là, nous avons besoin au préalable de faire une analyse des besoins. L'analyse des besoins est l'activité préparatoire du design d'un projet de formation à distance. Donc, d'abord, on va essayer de comprendre de manière globale quels sont les fondements et les composantes d'une analyse des besoins, en passant bien sûr par les, etc. Et ensuite, comment on met en œuvre une analyse des besoins. Les objectifs spécifiques, définir l'analyse des besoins en se fondant sur différents auteurs. Donc, on va essayer de comprendre ce que veut dire l'analyse des besoins.
Identifier les modèles de conduite d'analyse des besoins. Distinguer les méthodes courantes de cueillette de données pour l'identification des besoins. Comment on va aller chercher les informations qui vont permettre de faire l'analyse des besoins selon le type de besoin qui a été spécifié par l'entité. Et maintenant, comment on réalise une analyse des besoins. Et à partir de là, comment cette analyse des besoins va impacter sur le design que l'on va faire. Parce qu'en connaissant les besoins, on peut dire à l'entité, voilà ce qu'il vous faut comme formation. Donc, il va falloir d'ailleurs que je complète ces objectifs-là en mettant les éléments de design, de projet, etc. Parce que le cours a été renforcé d'éléments de design. Avant, c'était juste une analyse des besoins, mais maintenant, c'est analyse des besoins en perspective d'une formation à distance que l'on veut mettre en place. Avez-vous des questions pour ça déjà? C'est bon? Donc, chaque fois que vous avez des questions, manifestez-vous avec la main levée. J'entends le signal derrière et je pourrai après venir vous interroger. Je retourne ici. Donc, nous allons essayer d'éclairer quelques concepts. D'abord, nous éclairer quelques concepts, lire quelques travaux sur l'analyse des besoins, définir l'analyse des besoins et voir dans quel cas on fait recours à l'analyse des besoins, c'est-à-dire quel type de besoin on prend en charge lorsqu'on fait cette démarche d'analyse des besoins. Donc, c'est simple. Quand vous venez, vous ouvrez. Nous avons trois expressions ici, trois concepts qui peuvent être synonymes, mais qui ne signifient pas la même chose. OK? Je ne vais pas lire tout le travail de littérature. Je vais juste vous dire sur ces trois concepts-là, qu'est-ce qu'il faut retenir comme élément. Une demande suppose que quelqu'un explicitement demande à quelqu'un quelque chose. Donc, quand je vous fais une demande, je ne vous exprime pas forcément un besoin. Je fais une demande qui n'exprime pas forcément un besoin parce que je peux vous faire une demande qui ne s'adresse pas à moi, mais qui s'adresse à vous. Ou une demande dont l'exécution ne me bénéficie pas. En fait, il faut comprendre le besoin comme quelque chose qui bénéficie au demandeur. OK? Une demande, je peux vous dire, buvez de l'eau. Est-ce que je peux vous demander de vous asseoir? Cette action que vous exécutez en vous asseyant ne me bénéficie pas. Je vous ai juste fait une demande, une suggestion, etc. Donc, il ne faut pas confondre la demande au besoin. Elles portent sur les effets plus ou moins clairement pressentis de la formation, c'est-à-dire les attentes, on les exprime à la fin de la formation. Dans le cadre du travail que nous allons faire, et vous, du travail que vous faites tous les jours, quand vous exprimez des objectifs de cours, on va prendre des exemples. On va prendre clairement des exemples. Je partage avec vous le tableau blanc. On va discuter ensemble de comment un objectif traduit également une attente. Je m'adresse à des enseignants qui ont fait l'école normale, hein, qui comprennent un peu les tenants et les aboutissants. Alors, le tableau blanc va démarrer, on va ouvrir une page. Et on va exprimer un objectif et voir comment cet objectif se traduit en attente et non pas en besoin, pour faire la différenciation entre une attente et un besoin. Alors, ça prend parfois du temps à démarrer. Est-ce que vous voyez le tableau blanc qui est en train de démarrer? Est-ce que vous voyez ce tableau blanc-là? Oui, c'est bon, OK. Alors, je le remets ici. Et je vais ouvrir une nouvelle feuille.
Alors, quand j'exprime un objectif, général, je le fais suivant la classification de la typologie de Bloom, hein, ça tout le monde sait, qui dit connaître, Oui. comprendre, appliquer, analyser, synthétiser et évaluer. Ça, ce sont les 6 niveaux de compétences déclinés par Bloom dans sa typologie. Ces compétences-là sont classées comme des compétences élémentaires. Qui sont classées comme, disons, beaucoup plus complexes, parce que nécessitant une activité cognitive beaucoup plus complexe que ces compétences-là. Alors, je fais par exemple un cours d'histoire. Et l'objectif général, c'est de connaître l'histoire du Cayor. OK? Cet objectif général, si je veux la traduire en objectif spécifique, il faut que je puisse dire aux élèves, à partir de ce verbe mentaliste-là, comment je vais la traduire en activité cognitive qui puisse me permettre de pouvoir évaluer tout ce qui relève de la connaissance. Mon cours va, disons, explorer des faits. Mon cours va explorer des personnages. Mon cours va explorer peut-être beaucoup de choses. En tout cas, bon, on va limiter à ça. Et donc, je me dis, si l'élève connaît les faits et les personnages, donc l'objectif général est atteint, n'est-ce pas? Un élève qui arrive à lister, qui arrive à identifier les personnages, cet élève-là, apparemment, il connaît. Je peux ne pas utiliser lister, mais je vais peut-être utiliser quel autre terme. Caractériser. Décrire. Rappeler. Décrire les faits. Voilà le verbe le plus approprié. Un élève qui arrive à décrire. Disons que c'est l'objectif, ça, ce serait l'objectif 1, le 2. Donc, on va les remettre à leur place. Alors, un élève qui arrive à identifier les personnages liés à cette histoire de Cayor, qui arrive à décrire les faits. Moi, mon enseignant va se dérouler à ces 2 niveaux, à travers des activités. Hein? Là aussi, à travers des activités. OK? Donc, une fois à la fin de ces activités, je dois faire l'évaluation. Je la fais sur la base de l'élève qui arrive à décrire les faits et sur la base aussi de l'élève qui arrive à identifier les personnages. Donc, ces objectifs-là que moi j'ai identifiés se traduisent en attente pour l'élève. Ce que je fais comme activité se traduit en attente pour l'apprenant. C'est-à-dire, je dis, je veux que vous arriviez à ça. L'élève se dit, le prof m'attend sur ça. Je veux que vous arriviez à décrire.
Mais c'est ça. Je veux que vous arriviez à décrire les faits à travers les activités que je vous propose. Je veux que vous arriviez à identifier les personnages à travers les activités que je vous propose. L'élève dit, mon professeur m'attend sur la description des faits liés à l'histoire de Kayor. Mon professeur m'attend sur le fait que je puisse identifier les personnages qui ont marqué cette histoire-là. Donc, les objectifs, finalement, se traduisent en attente. Et en réalité, c'est ça, quand on parle d'attente ici. Les attentes, dans une démarche pédagogique, portent sur les effets plus ou moins clairement pressentis. Les effets liés à mes activités que je déroule ici se traduisent en attente. C'est clair. Et enfin, on en arrive au besoin. Le besoin, en réalité, c'est l'écart ou la différence entre un résultat désiré et un résultat actuel. Ce n'est pas très clair, mais il ne peut se concevoir sans une énonciation du résultat désiré et actuel. Un besoin est exprimé par un bénéfice. Celui qui, en réalité, va bénéficier de cette action-là, c'est celui-là qui exprime le besoin. Parce qu'à la fin, c'est recevoir les fruits de l'action qui va être mise en place. Et cette action va prendre en charge son besoin qui, au moment où il est exprimé, n'est pas satisfait de la situation actuelle. Et que l'action qui va pour ce besoin va permettre d'arriver à un résultat désiré. Donc, l'écart ou la différence entre un résultat désiré et un résultat actuel, le résultat actuel caractérisant la situation de manque ou la situation d'instabilité ou la situation d'improductivité ou la situation de manque de performance, c'est ça que l'on caractérise par le résultat actuel. Ça s'analyse. Le bénéficiaire dit, je constate que je ne produis plus comme le font les autres entreprises qui sont à côté, mais on les appelle les concurrents. Ou l'université dit, je ne reçois plus des étudiants comme j'en recevais avant. Ou alors, je constate que mon mode de fonctionnement dans l'organisation de mes examens traduit des manques et des instabilités ou alors un manque d'organisation, etc. J'exprime un besoin. Il se traduit par ce que je constate en temps réel dans mes activités. L'analyse des besoins maintenant permettra de mesurer et de dire voilà la situation désirée vers laquelle on devrait évoluer. Pour y arriver, on va faire ça, on va prendre ça. Et là, c'est là où il va utiliser les outils de collecte pour dire que la collecte permettra de recueillir des informations qui, une fois traitées, analysées, vont donner des types d'analyse qui permettront aux consultants, ou à l'expert ou à l'entité de se dire ah, voilà le problème. Ce problème, une fois qu'on le règle, on ira vers la situation désirée. Donc, le besoin, il est toujours exprimé en termes de manque de performance ou en termes en tout cas d'une situation qui n'est pas désirée, une situation qui traduit un manque, une situation qui doit être améliorée. L'analyse des besoins, donc, devra chercher à définir 3 variables. Il est mesurable quantitativement, qualitativement ou par le truchement d'indicateurs. Il faudrait retenir qu'une demande n'exprime pas forcément un besoin, comme je le disais tout à l'heure. De même qu'une attente peut se focaliser sur d'autres éléments que de réels besoins, comme l'attente de l'élève, les deux peuvent ne pas forcément coïncider avec les besoins réels qu'il faudrait chercher et qui peuvent être de différents types. Ça,
C'est la première chose qu'il faut retenir de concept. On va sauter cet aspect-là sur quelques travaux sur l'analyse des besoins. On va aller directement à la définition de l'analyse des besoins selon ces différents auteurs-là. Alors, selon Rogers, l'analyse des besoins est une démarche d'évaluation. C'est une démarche d'évaluation. On évalue une situation. Donc, c'est une démarche scientifique. Essentielle pour tout système engagé dans un projet de formation, comme une université, qui doit à tout moment s'imposer l'exercice d'évaluation de ses besoins pour pouvoir se dire, voilà où j'en suis et voilà où je veux aller. S'il veut faire aboutir son projet de formation, il doit établir les priorités et produire des objectifs de formation pertinents. Il ne s'agit pas que de formation. L'analyse des besoins doit déboucher parfois sur des formations ou débouche juste sur des actions à mener de façon circonstanciée et ciblée sur des services ou des compartiments de l'entité où il faudra agir pour arriver à régler les problèmes. Là, disons que c'est une définition donnée par des éducateurs. Il y a la définition donnée par peut-être les gens du monde de l'entreprise. D'après Bureau, qui est plus du monde de l'entreprise, l'analyse des besoins est un effort systématique de réflexion. Donc, c'est un travail qui est très prenant. D'observation qui se fait sur une situation réelle que l'on observe, que l'on va étudier. De collecte de données, donc fondée sur des informations que l'on va aller collecter. Ces informations peuvent être des faits. Des faits, on les observe en situation en temps réel. Des opinions, c'est des idées traduites par des membres du personnel de l'entité. Des attitudes, c'est des façons de faire, de se comporter dans l'entité et qui autorisent à se faire un jugement par rapport à une analyse qui est posée, qui permet de dire cette attitude-là ne garantit pas de meilleures performances. Par exemple, on est dans une structure de santé privée et l'on constate que d'une année à une autre, le nombre de patients a peut-être diminué. Les patients qui choisissaient de venir se soigner chez nous ne viennent plus se soigner chez nous. Il y a un problème qui est là, qui se traduit par un besoin. C'est le besoin de l'entité, de la structure de santé, de questionner la réalité, la situation actuelle, donc, pour dire qu'est-ce qui ne marche pas. Pourquoi on a ce problème de performance qui fait que nous ne recevons plus le même nombre de patients, il y a quelque chose qui cloche. En interrogeant les faits, en observant les faits, c'est-à-dire en dépêchant sur les lieux un expert qui viendra observer les gens au travail, qui viendra les interroger. Donc, travail d'observation et de collecte de données qui viendra observer les faits. Donc, on a un outil de collecte ici qui est l'observation, qui viendra interroger pour avoir les opinions, les retours du personnel, de l'instance dirigeante, etc., etc. On a des entretiens ou on a des focus group. Vous voyez, ça, c'est des outils de collecte que l'on peut utiliser. Donc, dès l'instant qu'on fait état de ça, ça nous projette sur des outils que l'on peut potentiellement utiliser pour avoir des informations en retour sur ce qu'on veut faire. Et qui va aussi interroger les attitudes à partir de situations réelles, donc qui observe les attitudes à partir de situations réelles, mais qui aussi va analyser ces attitudes-là sur la base peut-être d'entretiens qu'il peut avoir avec des patients, puisque les attitudes traduisent ce savoir-être. Les attitudes ne traduisent pas un savoir-faire. Ce sont les habiletés qui traduisent un savoir-faire. Les attitudes traduisent un savoir-être. En interrogeant les patients, ils peuvent vous dire, écoutez, nous, dans cet hôpital-là,
Les infirmiers ne nous traitent pas bien, ils nous parlent de manière très rigoureuse, ils nous parlent, voilà, ils nous parlent avec un manque de respect, ils ne nous traitent pas comme des patients devraient être traités, etc., etc. Ça veut dire tout simplement que peut-être le problème pourrait venir de cette attitude-là à l'égard des patients, qui fait qu'après, ben, ça fonctionne comme une traînée de poudre. Les patients vont se dire, mais écoutez, cet hôpital-là, ça ne vaut pas la peine. Et le bruit va courir. Voilà, l'année suivante, on se rend compte qu'on n'a plus de patients comme on les avait avant. Voilà. Pour Gupta, l'analyse des besoins peut être décrite comme un processus pour identifier des connaissances et les habiletés nécessaires. Connaissances. Ok. Je vais mettre ça ici. Voilà. Voilà. Alors, à quoi renvoient les connaissances? À quoi renvoient les habiletés? Je vous pose la question. Dans une organisation, quand vous intégrez une organisation, vous y intégrez comment? Sur la base d'un recrutement. Au cours de ce recrutement, qu'est-ce qu'on interroge chez le recruté? On interroge ses connaissances, c'est-à-dire son savoir, ses habiletés, c'est-à-dire Savoir-faire. L'organisation a besoin de savoir qui est le Muhammad. Donc, c'est un signe plus. Qu'est-ce qu'il sait? C'est une organisation qui travaille dans le domaine de la comptabilité. Quel est son savoir par rapport à un domaine? Si c'est une organisation qui travaille dans le monde de l'éducation, quel est son savoir dans le domaine de l'éducation? Qu'est-ce qu'il sait? Si c'est une organisation qui travaille dans le domaine de la finance, qu'est-ce qu'il sait de la finance? Ensuite, maintenant, comment ce qu'il sait se traduit en savoir-faire? C'est-à-dire, c'est des habiletés. Est-ce qu'il sait les logiciels de la finance? On vous dira, est-ce que vous savez utiliser SATA? Oh, je ne sais pas. Est-ce que vous savez utiliser ceci? Est-ce que vous savez utiliser ça? Identifier les connaissances et les habiletés nécessaires à l'atteinte des objectifs de l'organisation relève également de cette activité d'analyse des besoins. C'est un processus. L'analyse des besoins peut être décrite comme un processus pour identifier. Identifier, donc, c'est donner des caractéristiques, des éléments de caractérisation des connaissances, à quoi ces connaissances-là doivent ressembler, à quoi ces connaissances-là, comment on peut les classer, comment on peut en faire un socle, quelles sont les habiletés, identifier les habiletés, quelles sont les habiletés nécessaires à l'exercice d'une telle fonction liée à tel emploi. Quelles sont les compétences nécessaires à ça? C'est également une méthode qu'on utilise pour découvrir l'origine des problèmes de performance et trouver les moyens pour remédier à la situation. On est d'accord? Facteur important, l'analyse des besoins permet de mesurer les écarts entre des situations réelles et des situations désirées. Problème de performance, ça revient toujours. Trouver les moyens d'y remédier, l'analyse des besoins permet de le faire. Par exemple, je travaille sur
mon travail consiste à rédiger les lettres du directeur. Mais on se rend compte qu'il y a toujours des retards dans la raison, etc., etc. On vient interroger mes connaissances et mes habiletés qui, au bout du compte, vont permettre à l'enquêteur de pouvoir détenir des informations sur le profil qui occupe l'emploi, qui occupe le poste, pour dire par la suite que c'est un profil qui n'a pas toutes les connaissances nécessaires ni les habiletés nécessaires pour faire le job qu'on lui demande de faire, parce que ce job-là nécessite ça. C'est un job dont le profil exige ce socle de compétences-là. Après l'avoir interrogé, avoir requalifié son profil, ça donne ça et c'est incompatible avec ça. Donc, pour remédier à ces problèmes de performance, il va falloir former cet individu. Pas virer, hein? On peut ne pas virer, on peut le former. Ça peut ne pas être lié à des choses qu'il ne sait pas, mais ça peut être lié à des choses qui sont nouvelles dans le métier, mais qui sont nouvelles pour tout le monde. Et donc, il va falloir c'est quel mot qu'on utilise dans ces cas de figure-là? Recapaciter. Il va falloir recapaciter, c'est-à-dire lui donner les compétences nouvelles qui lui permettent, voilà, d'être dans ce job-là. C'est comme les secrétaires qui étaient là avant, qui avaient des machines, comment on les appelait, les anciennes machines à taper, là. Voilà, les machines à taper, mais qui, voilà, au bout de 2 ans, 3 ans, on t'installe un ordinateur. Il ne sait pas. Il y a un problème de savoir qui est là, il y a un problème de savoir-faire qui va être là. Donc, ce monsieur ou cette dame qui occupe la fonction a besoin d'être capacité pour pouvoir utiliser les nouveaux outils qui lui permettront d'être performant et qui permettront aussi à l'entité d'être performant. Alors, on en vient maintenant au type de besoins et formes d'analyse. Bureau a identifié 4 types de besoins. Besoins de l'organisation. C'est des besoins opérationnels. On a une entreprise comme la Sénélec à qui des clients doivent 2 milliards. Ça veut dire donc que l'année dernière, par exemple, on se rend compte que l'année dernière, on arrivait à récupérer 80% des créances, mais cette année, on a un problème parce qu'on n'a récupéré que 40% des créances. Donc, il y a un déficit là qui est là, constatable. Quel est le besoin qui est là? L'organisation a besoin de revoir ses objectifs opérationnels liés au service de recouvrement. Comment voir, comment réorganiser les procédures, comment aller voir les clients, comment mettre en place en tout cas une démarche, des mécanismes qui permettront à l'organisation de rentrer dans ces fonds. C'est des besoins organisationnels. Une université aussi peut être confrontée à ça. Une université privée. Le même exemple que j'ai donné tout à l'heure concernant l'entité de la structure de santé qui n'a plus de patients, on peut se poser avec une université qui ne reçoit plus d'étudiants parce que le choix n'est pas fait sur son site. Par exemple, parce que la publicité liée à ses performances n'est plus la même. On a un deuxième type de performance, un deuxième type de besoin à analyser. Okay? C'est lié au besoin d'amélioration de la performance. Par exemple, effectuer un suivi régulier sur les prêts délinquants. Ça peut concerner une personne ou un service. Comme tout à l'heure, un service qui doit s'occuper du suivi, par exemple, je vais donner un exemple, comme voilà, l'exemple que nous avons, nous, entre nous. Vous êtes en formation à distance, je suis le coordonnateur, je suis chargé de faire tout le travail de supervision, de relance, etc., de coordination, de pédagogique, de coordination des cours, etc., etc.
En même temps aussi, je me rends compte que j'ai un problème pour suivre en licence 1, licence 2, licence 3, M1, les étudiants qui ne payent pas régulièrement la scolarité. C'est un exemple qui ne plaît pas à certains. Mais voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je me rends compte donc que j'ai un problème pour suivre régulièrement. Mais il faut interroger ce besoin. Je dois améliorer mes performances dans ce sens-là. Comment faire que je puisse suivre régulièrement mes cibles, à la fin de chaque mois, je puisse avoir le maximum parmi eux et la scolarité correctement. Parce que les problèmes qui peuvent survenir à tout moment et qui peuvent pousser l'individu comment on appelle ça, à décaler le paiement, ou les versets des classes, ou il y a un gamou par ça, ou il y a un bagal par là, on diffère. OK, le mois prochain. Le mois prochain, un autre événement. On diffère. Et on se retrouve avec 5 mois de dette. Mais quelque part, ce n'est pas de votre faute. Quelque part, c'est la faute au coordonnateur qui devait faire un suivi régulier sur les frais de scolarité. Donc là, c'est un banquier sur les prêts délinquants. Là, c'est un coordinateur qui doit faire un suivi régulier sur les frais de scolarité. Et donc, je me suis mis dans le pétrin parce que je n'ai pas été performant. Ça, donc, ça rejoint les besoins d'amélioration de la performance dans la coordination du suivi des frais de scolarité. Un besoin d'amélioration de l'environnement de travail. Par exemple, on se rend compte que pour avoir accès aux notes, les étudiants font la croix et la bannière. Quelque part, ça peut être lié à l'environnement de travail dans lequel nous évoluons et qui n'est pas assez outillé pour pouvoir prendre en charge ce besoin-là et qui impacte aussi sur la performance de l'entité. Si l'environnement de travail n'est pas fluide, si les outils que les travailleurs doivent utiliser ne sont pas à jour, si les procédures ne sont pas revisitées pour qu'elles soient les moins lourdes possibles, si les processus ne sont pas analysés pour que le travail se fasse de façon très fluide, on a en face de soi des problèmes de performance. Et donc, l'analyse des besoins devrait pour permettre d'identifier ce qui ne marche pas, de l'améliorer. Et l'améliorer, c'est améliorer, porter un regard sur les outils. Est-ce que les outils sont suffisamment là pour répondre à ce qu'on veut? Est-ce que les outils sont suffisamment adaptés? Est-ce que les outils sont à jour? Sinon, ce n'est pas les outils. OK, les outils sont là. Est-ce que les procédures sont adaptées? Est-ce que les procédures répondent aux normes? Est-ce que les procédures n'amènent pas des lourdeurs, etc., etc. On analyse tout ça pour améliorer l'environnement de travail qui, amélioré, impacte les performances. Et enfin, nous avons les besoins de formation. Là, on a les savoir-faire et le savoir-être dans le milieu de travail. Dans le milieu de travail, je dis bien, pour savoir qui sait quoi, qui sait faire quoi, qui sait être comment. Puisque ce sont les 3 pieds de la fonction que l'on occupe. Un médecin, avoir beaucoup d'habileté à mener ses opérations chirurgicales, à intervenir en tout cas sur un patient, puis savoir-faire qui fait ça. Il intervient sur le patient, il le traite, il le touche, il l'examine, le savoir-faire médical est là. Mais peut-être que le savoir-être n'est pas là et ça déteint sur l'entité, sur l'organisation, ça traduit un besoin de formation. Comment inculquer au médecin ou à l'infirmier
le savoir-être qui lui permet d'être avec des patients et de pouvoir les traiter de la meilleure façon qu'il faut. Ça revient un peu à l'exemple qu'on avait tout à l'heure. Est-ce qu'un médecin